Il s'appelle Dieudonné Lokossou, il est l'un des syndicalistes les plus en vue de ces 20 dernières années. Du secrétariat général du syndicat de la SONACOP, il atterrit à la Bourse du Travail et prend un peu plus tard la tête de la centrale des syndicats autonomes du Bénin. Au-devant de nombreuses luttes pour la cause des travailleurs, il a dû s'allier parfois aux politiques pour des batailles clairement politiques. C'est à son domicile au quartier Zogbo à Cotonou qu'il nous reçoit. Avec lui, nous reviendrons sur ce qui aura marqué sa vie publique. Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qu'est-ce que vous avez apporté à la lutte syndicale et qu'est-ce que la lutte syndicale vous a apporté? Bon, il me serait difficile d'apprécier ce que j'ai apporté à la lutte syndicale parce que je ne suis pas seul. On est un groupe. Mais moi, j'ai connu personnellement un épanouissement par rapport à la lutte syndicale parce que j'étais un peu timide, mais la lutte syndicale, ça vous transforme rapidement. C'est une école. Une fois au moins, votre timidité vous a trahi. C'était le jour où vous deviez passer service au niveau du syndicat de la SONACOP. Vous n'avez pas pu retenir vos larmes. Vous avez dû céder le micro et votre discours à quelqu'un qui l'a terminé pour vous. Est-ce à dire, est-ce que quelque part, on ne pouvait pas avoir l'impression de voir Hercule couler les larmes? Oh non, je crois que les larmes, vous avez géré une maison pendant 20 ans et vous partez, vous faites un retour un peu en arrière pour voir la maison que vous avez bâtie sur le plan social, les avantages conférés aux travailleurs. Lorsque vous allez partir, est-ce que celui à qui vous allez passer la main, s'il serait à la hauteur de la tâche? Alors lorsqu'on voit tout ça là, on est gagné vite par l'émotion et les mots forts. Parce que quand j'écrivais le discours pour partir, ça n'a pas été facile. Je coulais un peu les larmes. Ce n'était pas un regret. C'était abondamment, c'est pas un peu. Oui, bon, ça c'est vrai. J'ai été vraiment très touché et c'est pour cela que j'ai coulé ces larmes-là. Bon, vous me replongez un peu dans une histoire un peu spéciale. Donc c'était un jour spécial pour moi. Et quand j'entrais, je n'avais pas pour ambition de devenir syndicaliste. Ce sont les événements qui m'ont emmené à devenir syndicaliste, c'est-à-dire défenseur des gens faibles. Et ce sont certainement les événements qui vous ont conduit jusqu'à la Bourse du Travail et jusqu'à la tête de la centrale des syndicats autonomes du Bénin. Bon, là, disons que moi, je n'ai pas pris part à la création de cette confédération. Donc, c'est une confédération avec, après la conférence des forces vives de la nation, il y avait l'UNSTB qui avait le monopole des travailleurs, il y avait le suffrage des travailleurs. Bon, l'UNSTB était un affidé du PRPB. Alors, donc, à un moment donné, elle n'arrivait plus à défendre correctement les intérêts des travailleurs. C'était la pensée unique. Et puis, bon, la révolution a commencé, syndicale, a commencé par l'université. Donc, c'est le SNES, dirigé à l'époque par le professeur Léopold Dossou, qui a donné le top. Et c'était vraiment avec un courage inouï. Et puis bon, ça a entraîné le courant de la désaffiliation tous azimuts à l'époque
où il y avait la CSA Bénin, et la COSI Bénin, l'UNSTB elle-même et la CGTB. On était donc 4 sur la scène sociale et c'est par la suite qu'il y a eu 3 autres confédérations. Il y avait même une tentative menée par un bouquiste qui voulait créer une scission au niveau de l'UNSTB. Il avait créé l'UNSTB bis. Bon, et puis avec les tests, on a pu combattre ça pour éteindre ça rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a trop de centrales syndicales au Bénin? Non, mais si on doit voir la population qui travaille, bon, avec les dégagements, les départs ou les licenciements massifs que nous avons connus ces derniers temps, aujourd'hui, je ne sais pas ce que pèsent les 7 confédérations qui partagent les suffrages des travailleurs. Il va falloir faire les élections professionnelles qu'on a faites la dernière depuis 2006. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire qu'il y en a de trop ou il y en a de moins. Donc, c'est les élections professionnelles qui peuvent déterminer le poids des centrales et ou confédérations syndicales. Parlons un peu des temps forts de votre séjour à la Bourse du Travail. Et ce dont je me rappelle tout de suite là, c'est déjà cette fronde sociale, cette grève généralisée de 2012, où avec beaucoup de conséquences, on a vu les enfants, les écoliers, les élèves descendre dans les rues pour réclamer les cours. Il y a eu beaucoup de cas de grossesse dans le rang des filles de nos établissements. Il y a eu beaucoup de défalcations dans la période. Vous êtes même passé à 96 heures de grève par semaine et vous étiez ceux-là qui étaient à la tête de ce mouvement. Comment vous portiez cette forte responsabilité-là? Comment ça se gère? Est-ce que lorsque vous rentrez le soir, vous dormez? D'abord, le syndicalisme a pour option la défense des intérêts matériels, professionnels et moraux des travailleurs. Et lorsque on fait des revendications dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et que le gouvernement fait la sourde oreille, on ne peut pas ne pas réagir. Moi, en tant que syndicaliste, l'expérience que j'ai faite, ou les expériences que j'ai faites au niveau de la Bourse du Travail, ce n'est pas aussi facile, parce que la gestion d'une grève, ce n'est pas du tout facile. N'est pas syndicaliste qui veut. Alors, donc, nous, on ne doit pas nous laisser gagner par les sentiments de frustration des parents ou des élèves, parce que lorsque le travailleur n'est pas bien rémunéré et que on trouve du côté politique des salaires en flèche, mais il faut se battre. Si vous ne vous battez pas, les gens qui regardent les mains de ceux qui nous gouvernent nous surveillent aussi. Alors, si vous ne dites rien, on peut vous taxer de mollesse ou bien, bon, de syndicalistes corrompus, et ainsi de suite. Donc, vous savez que les enseignants eux-mêmes, ils ont des enfants. Parce que lorsqu'on fait des mouvements en dehors peut-être des privés, les collèges et les écoles maternelles
secondaires officiels, c'est ces structures-là qui accueillent beaucoup d'enfants. Alors, donc, les grèves, c'est des moyens de pression. Et parfois, nous avons connu des cas où des gens discutent, dialoguent avec vous et prennent des engagements qu'ils ne respectent pas. Et lorsque vous voyez que on progresse, on a commencé, on donne des avertissements, on fait des motions de protestation, et on dépose des motions de grève ou des marches de protestation, tout ça, et que les interlocuteurs sont insensibles, eh bien, vous passez à la vitesse supérieure. Et c'est quand on passe à la vitesse supérieure que le gouvernement prend conscience et vous appelle. Parce que le syndicalisme n'a pas pour vocation que la grève. Et il faut négocier. Mais quand on négocie et on prend des engagements parfois écrits, ça doit être respecté. Donc, nos partenaires, nous sommes des partenaires. Si nous sommes, mais on ne dirait pas toujours, parce que si parfois, c'est la guerre pratiquement. Dans un faux partenariat. Non. Ce qui énerve par moment, c'est que vous avez des ministres qui, avant d'entamer un mouvement, on leur envoie des avertissements. On écrit, on liste les points de revendication, et puis bon, ça ne leur dit rien. Et ils s'en fichent pas mal. Est-ce que ce n'est pas de votre position que vous avez cette impression-là? Non, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas seul à avoir cette impression. Aucun ministre ne saurait être insensible à une menace de grève? Non, non, non. Ça, comme ministre du Travail et de la fonction publique. Nous les publique. avons beaucoup fréquentés. Et il y en a qui anticipent. Ils font de l'anticipation. Et il y en a qui attendent qu'on se mette en grève. Je me souviens encore, dans les machins de 2012 là, dont vous parlez, il y a un parent d'élève qui s'est agenouillé pour demander pardon. Bon, donc, et puis, nous étions partis et le président parlait, je vais parler du président Yahi Boni. Il a dit tout ce qu'il avait dans le cœur, il a tout craché et mes collègues m'ont désigné pour aller plancher. Donc, lorsque je suis arrivé là-bas, j'avais mis les mains dans la poche, et puis mon chapeau, fétiche, et il a dit non, vous êtes ici pour enlever le chapeau. Bon, d'un ton combinatoire, bon, je me suis exécuté et j'ai eu à présenter publiquement des excuses. Et le président a dit que si nous ne savons pas faire, il va encore ouvrir les camps de Segbana, machin. Et puis bon, Icor a répondu que lui, il est habitué à Segbana. Donc, moi, j'ai dit, ça n'honore pas notre démocratie. Bon. Est-ce que c'était pas un peu d'humour aussi? Dire les choses comme ça. Le président par la suite a dit que lui il voulait blaguer un peu avec ses partenaires syndicalistes. Il avait un air sérieux. Quand on blague, on rigole parfois. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de jeter des mots pour faire rigoler des gens, pour détendre parfois l'atmosphère. Mais ici, il avait l'air sérieux. Il dit, ce que vous aviez l'habitude de faire là, si c'est ça, bon, ben, on va rouvrir quand Segbana, ainsi de suite. Bon, ça ne nous a pas plu. Et puis moi, j'ai présenté mes excuses et il m'a dit de parler
Il m'a redonné la page, il a dit non, monsieur le président de la République, je n'ai plus rien à dire. Et je suis parti. Puis Azoua est venu. Donc, le ministre de la fonction publique, ou bien le ministre de l'économie de l'époque, Madame Adiyat Matisse avait dit aussi que le président n'avait pas de salaire, que le ministère des Finances ne lui a jamais versé salaire, l'électricité, l'eau, etc. Ainsi de suite, il a dit ça. Et Azoua, mon collègue, mon feu Azoua, paix à son âme, lui a dit, mais un président de la République qui ne gagne pas son salaire, il travaille gratuitement, mais comment il vit? Bon, donc vous voyez, donc il y a tellement de questions, de problèmes que parfois on s'interroge sur la sincérité des propos des responsables qui nous dirigent. Mais ces mêmes responsables s'interrogent aussi parfois sur la sincérité de l'objet des mouvements de grève parfois, parce qu'il arrive des moments où vous brisez totalement le protocole pour aboutir à une grève. Il y a par exemple qu'il faut faire déjà les assemblées générales, il faut passer ensuite aux négociations. Lorsqu'il n'y a pas entente, on peut faire maintenant les sit-ins, ensuite on peut faire des marches de protestation, des grèves par secteur avant de passer à la grève générale. Et plusieurs fois, vous, en votre temps, vous avez brisé totalement ce protocole-là. Est-ce que quelque part, il n'y a pas dit par rapport à la sincérité... Aucun élément pour le prouver. Ça, vous parlez... Peut-être que vous voulez faire plaisir au pouvoir. Non, pas pour faire plaisir, mais dans le temps, ça a été dénoncé par l'UNSTB, par exemple. L'UNSTB, à un moment donné, était, on dirait... proche, beaucoup plus proche du pouvoir. Et il s'en est rendu compte à ses dépens un peu plus tard. Donc, mais on ne peut pas... L'UNSTB n'était pas la seule force syndicale sur le terrain. Mais comment est-ce que, sur cette confédération, à peine peut-être 5 ou 6 s'entendent, et l'UNSTB se met... tous ces confrères-là à dos. Bon, donc il y a des éléments sous-jacents que moi je ne maîtrise pas. Et vous ratiez pas l'UNSTB dans le temps? Ah oui, parce que lui aussi, il ne me faisait pas cadeau, alors que nous, les deux confédérations, étaient affiliés à une certaine époque à l'international. C'était la CISL qui est devenue la CSI. On était déjà là-bas. Donc, en principe, on devait s'entendre sur les principes cardinaux. C'est sur des questions de principe que nous ne nous entendons pas. Et puis, bon, moi, je ne vais pas cautionner une injustice. Et lorsqu'il y a ces mésententes-là, lorsqu'il y a ces clashs-là, quand on vous suit, on a l'impression que c'est un problème de personne. Parce qu'on vous a vu aux négociations, vous avez pratiquement craché sur l'UNSTB, sur la personne de son secrétaire général. Et c'était pareil avec votre ministre de tutelle, la ministre Coral Yadi. C'était pratiquement une guerre de tranchées. Non, ce n'est pas une question de guerre de personne ou de ceci ou cela. Mais on faisait des mouvements, l'UNSTB n'avait pas suivi le mot d'ordre de grève. Et maintenant, on nous appelle pour les négociations et il vient s'asseoir. C'est illogique. Le troisième larron. Il n'est pas... Non, nous on ne peut pas préparer tout. Et lui, il vient se faufiler dans les rangs et il s'assied, il veut prendre la parole et on dit ça. Et on dit non, que si c'est ça, nous allons partir. Et, ou bien il sort et il a dit que c'est la grue de 200 tonnes qui viendra le soulever de la salle. Donc on avait l'impression qu'il y avait une complicité tacite entre le gouvernement et l'UNSTB. Je n'ai pas les preuves formelles, mais c'est à travers le comportement du collègue que moi je dis ça. Moi j'ai mon franc-parler et puis bon, il n'y a pas de... Moi j'ai pas de souci pour ça. Mais lorsqu'on fait ça, quand on finit, c'est un peu comme les avocats, ils se tirent
machin dans les manger pattes. ensemble, etc. Puis après, quand ils sortent, ils se donnent encore la main. Donc, Younes connaît bien ma maison ici. J'ai fait un anniversaire, il est venu ici, il m'a offert des tissus. Bon, ça c'est du passé. Ce n'était pas des querelles fortes où on doit se séparer, ou bon. Et avec la ministre dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure. Parce qu'on vous a vu sur les chaînes de télévision l'attaquer, elle a réagi, etc. Oui, vous aviez un problème personnel avec elle? Non, son mari était notre collègue. C'est eux qui ont fondé la CSA Bénin. Donc, elle ne peut pas se mettre sous la tutelle de ce monsieur, hein, donc de son mari. Et c'est ça que nous, on refuse. C'est comme si elle connaissait l'ABC du syndicat. Donc, bon, on lui remettait, on préparait les élections professionnelles, par exemple, et on l'a coopté ou recruté comme expert. Et il venait nous dérouler des choses que nous, on maîtrise, parfois mieux que lui. Donc moi, je n'ai pas tellement apprécié qu'elle s'associe avec son mari pour venir nous dicter des choses. Donc, vous voyez, il y a... Bon, c'est la seule ministre qui soit partie et qu'on ait dansé, applaudi son départ. Donc, elle était très mal placée pour nous donner des leçons du syndicalisme, encore moins son mari. Et on a constaté le jour où elle devait passer service et quitter le ministère, le jour quand il y a eu le remaniement et qu'on l'a remplacé, le jour où elle devait passer service, on vous a vu, vous l'avez hué pratiquement. C'était donc, le syndicat, c'est aussi une affaire de règlement de compte? Non, ça c'est des lits de métier. Mais nous, ce qu'on a vu, par exemple, quand vous n'avez jamais assisté à une AG, une confédération ou de syndicat, les travailleurs, c'est eux qui nous ont élus. Ils ne nous font pas aussi cadeau. Alors donc, lorsque vous avez de fortes pressions comme ça, et que un ministre vient, excusez-moi le terme, vient vous narguer, en quelque sorte, vous ne lui faites pas non plus cadeau. Parce que nous sommes tous égaux devant les textes de la loi. Alors donc, lorsque manifestement un ministre, par exemple, elle surtout, invite un syndicat, une confédération pirate, qui n'a pas participé aux élections, alors que nous avons des textes qui disent que si vous êtes né, si vous créez une confédération qui n'a jamais participé à une élection professionnelle, elle ne peut pas faire chose là. Donc, à un moment donné, nous nous sommes retirés. Et elle avait du plaisir à travailler avec des gens illégitimes. Donc, donc c'était pas de mauvaise foi, surtout que le mari en question a été membre fondateur de la CSA Bénin. Donc je ne peux pas dire qu'il n'a rien apporté à la CSA. Mais une intimité avec son épouse, qui était notre ministre de tutelle, ne devait pas nous arriérer. Donc je crois que certains doyens, parce qu'ils étaient là avant que moi je n'arrive, mais malgré tout leur bagage au plan syndical, j'ai été aussi son chef. Le mari était son chef, secrétaire général. Il était membre de mon bureau. Donc ce n'est pas une raison pour que de sa position, et puis il était déjà retraité. Et est-ce que ce n'est pas appel d'offres et qu'on sélectionne des gens? Il est arrivé, par exemple, nous donner et nous inviter pour, dans le cadre des préparatifs des élections
professionnel est venu nous faire des cours, personne n'a pipé mot, on n'a rien dit, on l'a vu, et puis bon, je crois qu'il y avait des DGT à l'époque. Également, quand vous étiez à la Bourse du Travail, cette marche réprimée, c'était en 2013, ça a quelle odeur, le gaz lacrymogène? Bon, mais ça aussi, c'est une erreur du ministre. Je ne sais plus que la marche a été autorisée par le président Soglo. Il était maire à l'époque. A été autorisé. À partir du moment où nous avons l'autorisation, le ministre de l'Intérieur, qui n'est pas notre ministre de tutelle, écrit pour dire que le chef de l'État était allé délivrer son message annuel là, pour l'État de la nation. Hein, il était parti pour ça. Mais notre itinéraire n'allait pas sur le chemin du président de la République, on n'allait pas à Port-Nouveau. Nous, on marche généralement de la Bourse du Travail pour aller à l'Étoile Rouge, ou de l'Étoile Rouge, on se rassemble et on marche, on passe par le marché d'Antokpa pour venir à la Bourse du Travail. Alors donc, on n'a pas le fondement juridique sur lequel on pouvait interdire cette marche-là. C'est pour cela que on a été brimé. On a balancé des gaz lacrymogènes et c'est Méton seul qui était lucide. C'était le gaz lacrymogène, la grenade, c'est comme du piment. Donc, Togino était par terre, moi-même, je ne me retrouvais pas, et le secrétaire général de la CSTB actuel, il était, je crois, adjoint, avait reçu de blessures, et le directeur du CNHU, là où nous avons été admis pour les premiers soins, nous avait bien reçu, le général, quelque chose, j'ai oublié son nom, il était le directeur général de CNHU. Eh bien, ils nous ont dressé de bons lits, on nous a mis dans des chambres individuelles et dans le lot, on a des travailleurs là-bas aussi. Quelqu'un a couru pour venir nous filer l'information pour dire de ne pas dormir là. Hein. Oh, Togino, lui, il avait déjà pris place et il était déjà dans son lit. Et Chadaré et moi, on s'est rapproché de lui pour dire, ah, si tu dors ici et demain on trouve ton cadavre, ne dis pas qu'on ne t'a pas parlé. Hein. Et nous avons fui, on a quitté pour aller nous soigner dans les hôpitaux privés. Est-ce que pour autant on en voulait à vos billets? Mais Alcré, on a tiré sur lui, non? Donc, lui aussi prenait beaucoup de risques. On a tiré sur lui jusqu'ici. L'inspecteur, le DGPN qui était en fonction à l'époque, a dit qu'il y avait un litige domanial avec les gens. Or, il n'en était rien. Donc, c'était un assassinat planifié. Donc, bon, chaque métier, comme je l'ai dit, a ses risques. C'est pour cela, quand vous défendez les ministres pour dire qu'on a tendance à les huer le jour de leur départ, c'est la seule occasion. C'est la seule occasion que nous saisissons pour régler les comptes. C'est pas des règlements de compte, pour leur exprimer les colères que nous avons cumulées pendant des mois, pendant des années. Et en 2013, les grèves avaient tout l'air de mouvement politique. Et les ministres d'alors dénonçaient des mains politiques derrière ces mouvements-là. Et on avait effectivement cette impression-là que vous étiez dans une prostitution syndicale. C'est quoi la frontière entre le syndicat et la politique? Bon, mais moi je dirais que la frontière n'est pas assez grande. Hein. Le syndicalisme, c'est l'arrière-porte de la politique. Donc, l'équivalent, ça, il a été syndicaliste. Sékou Touré a été syndicaliste. Donc en 2013, c'était des grèves politiques? Non, moi je n'ai pas dit
on n'a jamais marqué dans nos revendications des grèves politiques. Il y avait des mêmes politiques derrière. Hein, ça c'est... Qui vous encourageaient, qui vous motivaient, qui vous appuyaient. Moi, je me suis jamais laissé manipuler par un politique. Maintenant, il peut y avoir des trucs là stratégiques, des alliances stratégiques. Mais si nous sommes ici aujourd'hui et la démocratie est complètement fermée et on commence par tirer sur des gens, et puis on n'a plus le droit de parler, on peut. La preuve, nous avons marché avec le président de la Cour constitutionnelle actuelle, Maître Diogbenou, et ses amis. Hein? On quittait Ouando, la bibliothèque de Ouando, pour aller à l'Assemblée. Eux, ils n'avaient pas dit que leur alliance-là était un mouvement politique. On ne savait celui qui était derrière. Mais vous avez dit tantôt que le syndicat également peut s'allier aux politiques. Oui, que oui. Entre le syndicat et le politique, que la frontière n'est pas étanche. Et donc, ça peut arriver non que des mouvements... Non, je n'ai pas fini. Je suis en train de développer. Mais, par exemple, l'Union fait la nation. Ils étaient quelque part ici à Zobo. Leur siège. Lorsqu'ils veulent faire quelque chose, ils nous invitaient. Il est arrivé que, vu le comportement des dirigeants, des hommes politiques, nous avons mis en place FDD, Front pour la défense de la démocratie. Et là, vous ne pouvez pas refuser. On est des citoyens. La preuve, certains gouvernements puisent dans les choses là de la société civile, dégagent certaines gens de la société civile pour entrer dans leur gouvernement. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Alors, donc, en quoi ça gêne si le syndicat fait une alliance tacite, hein, ponctuelle, pour défendre une cause juste, que les libertés sont violées de façon ostentatoire. Donc, moi, je ne trouve pas... C'est de l'hypocrisie, même ceux qui disent « Ah non, nous, on ne veut pas faire chose avec les syndicalistes. Hein. » Mais nous, on a œuvré pour le retour du président actuel, président Talon. Entre-temps, Kérékou, là, je ne sais pas si c'est Kérékou, oui, ça doit être Kérékou, on l'avait envoyé à la police. Les syndicalistes, sans que moi je ne l'ai connu, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève à l'époque, mais on est sorti massivement pour dire ça ne peut pas se passer. Donc, mais malheureusement, lorsque on déploie des forces contre la marche des travailleurs, par exemple, il est rare qu'en dehors des amis du PCB, hein, il est rare de trouver une main forte pour nous assister. Vous avez parlé tantôt de membres de la société civile qui sont associés à vous pour des luttes et qui sont retrouvés finalement du côté politique. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a des syndicats, des syndicalistes qui sont devenus ministres de la République. Il y a même des secrétaires généraux qui sont devenus ministres, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez eu des propositions de postes ministériels? Ça, c'est des vieux trucs. Ça, c'est juste après les années. Vous peut-être parler de Théophile. Mais ça fait partie de notre histoire. De Théophile Paoletti. Bon. C'est arrivé. Ça veut dire que ça peut toujours arriver. Ah oui, mais vous, est-ce qu'on vous a proposé des postes ministériels? Est-ce que c'est arrivé une fois? Des propositions de nomination? Je n'ai pas cette ambition parce que pour moi, la politique, c'est l'absence de la vérité. Donc, personne. Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans cette chapelle-là sans dire des choses connaissant ma force, hein, de persuasion, ma force qui est ce qui est né en moi, l'injustice. Parce que
quand vous Est-ce que c'est pas parce que vous n'avez jamais eu la proposition que vous pensez comme ça? Parce que des gens ont eu plus de son, des gens, on a vu des hommes de principe, des hommes de principe qui vous dépassent peut-être même, mais quand on leur a fait la proposition, c'est juteux. Les gens, ils oublient les questions de principe. Là-bas, vous êtes beaucoup plus, vous nous côtoyez les deux camps. Si c'est juteux quelque part, vous devez le savoir. Ah non, moi, j'ai jamais fait la politique. Mais vous côtoyez les politiques. Chez moi, c'est pas juteux. Donc, non, moi, je n'ai pas reçu une telle proposition et je ne suis pas dans cette dynamique. Parce que si je devrais accepter ça, il va falloir que je rencontre les travailleurs et puisse leur dire, voilà, on m'a fait telle proposition. Est-ce que vous êtes d'accord? Depuis que maintenant est en prison, quel est le politicien alors qu'il marchait avec nous? Quel est le politicien qui est allé le voir? Il est devenu une peste. Ah, si je vais là-bas, si le patron me voit. Bon, donc, et chacun a ses convictions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens de la société civile qui sont passés de l'autre côté, rapidement. Mais les syndicalistes, c'est rare. Ils sont allés peut-être à la retraite. Vous avez Atibé qui a été, je ne sais pas, conseiller du Premier ministre d'antan, de Yahi, le président Yahi, et M. Koupati. Il y a Ibrahima Zakari qui a été conseiller aux affaires sociales du président et Yahi. Mais maintenant, est-ce que ce que les conseillers là, les conseils qu'on leur donne, est-ce qu'ils suivent? Point d'interrogation. Dieudonné Lokossou, est-ce que vous avez connu Luc Togbadja? Je l'ai connu à travers l'histoire, la lutte, à travers sa lutte. Mais physiquement, je ne l'ai jamais croisé. Beaucoup de votre génération ont fait un séjour à Segbana. Mais vous, comment vous avez réussi à éviter la chose? Parce que beaucoup de vos pères, Icor a connu là-bas, Mentorion a connu là, etc. Mais vous, comment vous avez réussi à vous dérober? Je vais vous raconter une anecdote. Et on était allé à un séminaire au terrain, au stade, et je crois que c'est Icor qui a dit qu'il a séjourné à Segbana, on lui a cassé les pieds. Et il y a quelqu'un qui était séminariste, oui, a dit, mais est-ce qu'on a cassé les pieds à tout le monde? Bon, mais quand vous voulez gêner un pouvoir autocrate, il prend des mesures pour vous contrer. Donc, mais il a fallu cette lutte-là pour que nous recouvrions, nous retombions dans un système démocratique à partir de 1990. Donc moi je ne peux pas dire que la lutte des communistes a été une lutte vaine. Ça a porté ses fruits et aujourd'hui on parle. Moi, depuis que moi je parle, le président le président Talon n'a jamais envoyé quelqu'un pour dire mais Lokossou là il bavarde beaucoup, hein. Bon, il m'a jamais pris. Donc la liberté, ça s'arrache. Ça s'arrache. La liberté syndicale, c'est une quête permanente. Ouais. Alors, il y a eu cette historique marche de décembre 1989. C'était à la suite des événements que vous connaissez, la faim, la crise sociale, les travailleurs ne trouvaient plus à manger, il n'y avait plus de salaire. Et il y a eu cette marche-là. Quel souvenir vous en gardez? Est-ce que vous étiez de la marche? J'ai participé à la marche. Oui. Et il faut louer le patriotisme du président Kérékou. Au-delà de tout, il est le père de la démocratie, de notre démocratie. Il a commis peut-être des impairs, parce que tous ceux qui nous entourent, comme le cas de du président Talon aujourd'hui, tout ce qui se fomente derrière lui, il ne peut pas le savoir. Et comme c'est lui qu'on a élu, mais toutes les injures, tous les manquements, c'est en sa direction que ça va. Donc nous avons commencé la marche et Kérékou, comme il aime les défis, il était venu avec ses gardes-corps pour nous rencontrer.
Et on a commencé par des jets de pierre. Il aurait pu donner l'ordre, puisqu'il en avait le pouvoir, de tirer à vue sur des gens. Mais il a déconseillé fortement à ses gardes-corps de faire usage de leurs armes. Et il s'est réfugié dans l'église de Saint-Michel. Donc c'est pour cela que moi je dis que même s'il y a eu des exactions, à un moment donné, il s'est racheté. Et vous venez de faire le témoignage, pour vous, il est le père de la démocratie. Oui, et puis ensuite, après lui, c'est Soglo. Le président Soglo, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et surtout, je l'ai combattu fortement dans la privatisation de la Sonacop, parce que lui, il a fait l'école de la Banque mondiale, là-bas, c'est privatisation, FMI. Alors, donc, il nous a écoutés, il venait à la Sonacop ou bien il nous recevait. Chaque fois que vous demandez une audience, il vous reçoit. Donc, on a fait échec à la privatisation sauvage de la Sonacop à l'époque. Donc, il aurait même marché avec vous une fois, le président Soglo. Non, il m'a dit que vous avez... je lui ai dit que on va marcher, que nous allons faire des mailles. Il a dit, c'est le sport national, non? Vous avez l'habitude de faire ça. Si vous voulez, moi-même, je vais me joindre à vous pour marcher. Donc, et il a joint l'acte à la parole? Non. Ça, lui, il blague beaucoup, il a beaucoup blagué. Mais vous a accueilli une fois, non? Vous étiez en train de marcher, il est venu à votre rencontre ou bien c'était le président qui est venu? Non, c'est lui. Il était sorti du palais. Il était en 3 pièces. Et bon, il nous a harangués. C'était les Zachary qui étaient les premiers responsables à l'époque. Et puis bon, ça, il avait beaucoup de respect pour les travailleurs. Ensuite, les gens du système PRPB lui avaient laissé un loup passif sur le plan financier. Donc c'est lui qui a épongé ces arriérés-là. Donc il a fait beaucoup pour ce pays. Donc il mérite le respect de ses successeurs. De toutes les façons, c'est un témoignage que vous faites sur lui. Vous avez, Dieudonné Lokossou, vécu longtemps au Togo. Et finalement, vous êtes rentré au pays et vous vivez au Bénin, c'est-à-dire qu'on peut être fier d'être béninois. Puisque vous avez fait l'expérience du Togo, ensuite vous êtes venu au Bénin. Bon, pour moi, on ne peut pas copier ce qui est mauvais. J'ai été ulcéré, très gêné dans ma conscience lorsque j'ai écouté le ministre Bawara dire qu'il n'est pas dans un pays où on peut enfermer le président pendant 50 jours ou donner 2 jours de grève aux travailleurs. Mais comment un petit comme ça ailleurs, ça aurait pu créer une tension diplomatique. Un incident diplomatique. Un incident diplomatique. Comment est-ce que ceux qui sont très loin de la démocratie vont nous donner des leçons? Bawara, c'est un ministre togolais, bien entendu. Il faut le préciser, oui. Oui. Donc, il est le ministre du Travail et de la fonction publique. C'est pour cela que moi je dis que j'ai fait effectivement le Togo. Du temps de Yadema Père. Yadema Père. J'ai marché même en tant qu'élève. On a fait des marches. Et puis bon. La dictature a les machins durs. Tympans trop durs. Donc, par rapport au Togo, vous avez vu, ils nous ont imités dans la conférence nationale, ils ont fait plus d'1 mois. Mais j'avais accueilli ici un opposant, M. Bonnet, en Doche. Et je voulais tenir une conférence de presse sur le dossier de la Sonacop. En ce moment-là, Tawes avait disparu, on avait dit qu'il était au Togo. Et bon, lui aussi, il avait une forte gueule, M. Bonnet, et lui qui a écrit le Togo du sergent chef en général, les conférences nationales en Afrique, le cas du Togo, intrigue et enjeu. Et ça, c'est devant moi, en 1 semaine, il a écrit ça avec un cousin qui l'aidait à faire chose là. Bon, bref, et on ne peut pas, quoi qu'on dise, même jusqu'à aujourd'hui, moi,
je parle, je donne des interviews. Après, vous êtes venu chez moi ici. Oui. Et je ne connais pas tellement la ligne éditoriale de votre télé, mais la télévision est universelle aujourd'hui. Vous m'avez laissé la liberté de dire ce que j'ai à dire. Sauf que... non, on a compris. On a compris la censure. Non, il n'y aura pas de censure. Interne. Nous vous remercions pour donc, vos témoignages, pour votre éclairage et pour votre... je sais pas, vous nous avez raconté un peu votre parcours. Donc, merci pour tous ces détails. Nous vous remercions et on se dit bonne journée. À très bientôt.